La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue dans Grand Angle, Ifriqiya FM, toujours une radio qui essaye et qui fera tout pour être objective, transparente, afin de relayer l'information, la vraie information. Nous sommes aujourd'hui on assiste désormais à un génocide. Et voilà, le monde, ce silence de ce monde n'est pas acceptable. D'abord, est incompréhensible parce qu'on ne peut pas voir des enfants déchiquetés, des femmes, même les animaux n'ont pas échappé. Et pourtant, cette communauté internationale n'existe plus aujourd'hui. Alors, pour planter le décor, je voudrais d'abord présenter mes invités, mes deux acolytes qui sont toujours là, mes deux enfants. Alors, à ma droite, Dr Ahmed Ben Saada, écrivain et homme de plume, mais homme de parole aussi, qui fait beaucoup pour justement la vérité. Donc, Dr Ahmed Ben Saada, bonjour et merci d'être là. Bonjour Monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Voilà. Et Monsieur Zine Sharfawi, qui n'a pas à présenter, mon ami de toujours, il est là présent, Zine Sharfawi, qui est aussi analyste géopolitique, qui est avec nous aujourd'hui. Et on reçoit des invités de marque. D'ailleurs, moi je suis très content, Dr Ahmed Ben Saada, d'avoir avec nous aujourd'hui M. Michel Colomb, qui n'est plus à présenter en Algérie, ni dans le monde, et je n'exagère pas, pour son travail sur la transparence, sur la vérité. Alors, je le remercie d'avoir accepté cette invitation, surtout qu'il est trop pris en ce moment. Donc, M. Michel Colomb, qui est journaliste et écrivain et fondateur d'Investigation, que je voudrais que tous les gens, tous les Algériens suivent justement cette chaîne de M. Michel Colomb. M. Michel Colomb, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Bonjour, c'est avec plaisir. Bonjour à tous les amis algériens. Et puis, il y aura avec nous aussi M. François de Roche, qui est président de l'association Justice et Droit sans frontières. Alors, M. Michel Colomb, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Avec plaisir. On est ravis, M. Michel Colomb, ça fait longtemps. Mais sinon, moi, je suis toujours votre chaîne Investigation. Et je remercie toujours ce lien qui est entre nous. C'est M. le docteur Ahmed Ben Saada, qui est très heureux que vous soyez là avec lui. Bonjour Ahmed. Bonjour Michel. Et voilà, et j'ai avec moi M. Zine Sharfawi, aussi journaliste et spécialiste en questions géopolitiques. Bonjour. Si vous permettez, je vais planter le décor. J'ai emprunté ça à Marie Nassif Debs. Alors, c'est une réponse au chef de la diplomatie américaine, M. Anthony Blinken, lors de sa visite en Cisjordanie. Est-ce que la Cisjordanie et Mahmoud Abbas comptent toujours sur l'échiquier politique pour la recherche de la solution à la crise palestinienne? Il est discrédité. Je dirais tout simplement en réponse à M. Anthony Blinken que c'est vous qui avez fourni à l'entité sioniste les armes qu'elle utilise pour tuer des civils et exterminer des enfants et des femmes. Et c'est vous qui avez déployé des flottes pour dissimuler ces crimes et tenir en respect les États qui pourraient s'interposer et essayer d'empêcher ce génocide. Et c'est vous qui avez jusqu'à présent empêché l'entité usurpatrice de mettre en œuvre toutes les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité lié à la question palestinienne, à commencer par les résolutions relatives au droit au retour. Par conséquent, vos tentatives pour justifier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité suscitent le ridicule et le dégoût. Il ne s'agit pas de conflits ou de désaccords sur des territoires usurpés et colonisés, mais plutôt d'une question d'agression et de résistance. Enfin, nous aimerions vous rappeler certains points de ce qui a été déclaré dans la résolution 3649 publié en 1970 par l'Assemblée générale des Nations unies concernant l'Afrique du Sud et la Palestine. Primo, condamnant, premier point, le déni de droit à l'autodétermination, notamment au peuple d'Afrique du Sud et de Palestine. Et dans son point 2, l'Assemblée générale des Nations unies affirme la légitimité de la lutte des peuples soumis à une domination coloniale et étrangère, dont le droit à l'autodétermination est reconnu pour reconquérir ce droit par tous les moyens en leur possession. En clair,
L'attaque du Hamas du 7 de ce mois n'était pas du terrorisme, comme tentent de le faire croire les médias et les dirigeants occidentaux, mais bel et bien de la résistance légale et légitime aux yeux du droit international et des résolutions onusiennes abondant dans son sens. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, sur ce qu'on vient de dire, le temps de reprendre monsieur Michel Colomb. Alors, ce qu'on vit actuellement est un vrai cauchemar. Je pense, dans l'histoire de l'humanité, disons au moins moderne, qu'on connaît, ça ne s'est jamais produit. Oui, monsieur. Susceptibles d'être jugés par une cour pénale internationale sont réunis actuellement en ce qui concerne je dirais, cette sauvagerie de cet État sioniste qui ne connaît aucune limite dans la barbarie et qui est appuyé aveuglément par des pays, ce qu'on appelle la communauté internationale, mais qui est en fait que des pays occidentaux. Et on a vu, pour un peu paraphraser ce que vous avez dit tout à l'heure, les États-Unis non seulement fournissent les armes pour tuer les innocents à Gaza, mais on a vu aussi le déploiement du plus grand porte-avions du monde, qui est le porte-avions Gerald Ford, mais aussi récemment le déploiement de sous-marins de la classe Ohio, qui sont des sous-marins à propulsion nucléaire et qui transportent aussi des ogives nucléaires. Donc, vous voyez, non seulement il y a un massacre, mais en plus, on est en train de protéger Israël pour pas qu'il y ait d'intervention extérieure actuellement. Alors, monsieur Zine Sharfawi, dans la même... Oui, dans le prolongement de ce que vient de dire le docteur Ben Saada, il est important de donner quelques chiffres. Nous sommes maintenant... nous bouclons un mois de bombardement sur l'enclave palestinienne de Gaza et le chiffre effarant de 10 000 morts vient d'être franchi. Vous avez environ 4 000 enfants qui ont été tués dans cette agression que l'on peut qualifier de barbare, et encore j'estime que le terme barbare n'est pas assez fort pour traduire le drame et la catastrophe que vit le peuple palestinien. Alors vous avez d'un côté donc des pertes humaines incommensurables, immenses. Pour donner un aperçu, alors vous avez à peu près 19 000 tonnes de bombes qui ont été déversées sur l'enclave de Gaza. C'est un territoire extrêmement petit, c'est à peu près 300 km². C'est 300 km², c'est à peu près 25 km de largeur, 45 km de longueur. C'est un rectangle. Et sur ce petit rectangle, qui est déjà sous blocus depuis 2007, ont été déversées 19 000 tonnes de bombes. Alors, jamais une telle puissance de feu n'a été probablement utilisée dans le monde. Pour vous donner un aperçu, alors ce qui a été déversé sur Gaza en un mois, c'est à peu près l'équivalent qui a été utilisé pour réprimer la deuxième intifada qui a duré 5 ans. Donc à Gaza, on a déversé autant de bombes en un mois que ce qui a été déversé sur les territoires palestiniens durant la seconde intifada. C'est pour vous montrer le caractère horrible, abject de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Mais en plus des pertes humaines qui sont immenses. Le professeur Ben Saada avait parlé de crimes contre l'humanité. Vous-même, lors de la présentation de l'émission, vous avez aussi parlé de crimes. La CPI recense 4 principaux crimes. Vous avez le crime de génocide, vous avez le crime contre l'humanité, vous avez le crime de guerre et vous avez enfin le crime d'agression. Et lorsque vous analysez ce qui se produit actuellement à Gaza, vous constatez que l'agression israélienne remplit toutes ces petites cases. Donc aujourd'hui, l'antisémitisme peut être poursuivi par ces 4 crimes qui sont recensés par la Cour pénale internationale.
Donc aujourd'hui, nous sommes face à un drame et ce drame a une explication. Vous avez parlé tout à l'heure lors de votre présentation de l'offensive menée par le Hamas contre des positions de l'armée sioniste. Effectivement, il ne faut pas... Alors cet événement, cette attaque de Hamas ne naît pas du néant. Ils ne se sont pas réveillés un matin, ils se sont dit tiens, on a un voisin, on va l'attaquer. Il faut dire que ce qui s'est produit le 7 octobre 2023 est le résultat de plus d'un siècle de déni des droits des Palestiniens. On parle de 48 comme le début de la souffrance des Palestiniens. Eh bien non, la souffrance des Palestiniens a commencé déjà depuis la fin des années 1920, lorsque déjà les premiers colons israéliens ont commencé à réprimer et à déposséder les Palestiniens de leurs terres, avec la complicité à l'époque de l'Empire ottoman qui dirigeait alors le Proche-Orient. Oui, effectivement, c'est abject. Est-ce qu'il y a des qualificatifs pour ce qui est en train de se passer? Non, je pense qu'on a dépassé le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Là, je crois qu'on est carrément dans un holocauste, qu'on le veuille ou pas. Interdire l'eau. D'ailleurs, les derniers bombardements ont visé des réservoirs d'eau. Donc voilà, est-ce que tout ça ne fait pas réagir la communauté internationale? Je pense que ça fait réagir dans le sens où aujourd'hui les sociétés civiles, et un signe très positif, c'est les universités américaines, d'ailleurs qui ont été pour beaucoup dans la fin de la guerre du Vietnam. Cette université américaine qui ne reste pas indifférente à ce qui se passe actuellement à Gaza. Et on a vu aussi, c'est pour cela que moi je tiens toujours à faire le distinguo entre le sionisme, l'israélien et le juif. C'est pas la même chose. Et on a vu beaucoup de juifs, surtout à New York, aux États-Unis, qui continuent chaque jour à manifester et à dénoncer les crimes de l'État d'Israël. Et justement, tout ceci si on fait une analyse, c'est que seules les sociétés civiles peuvent aujourd'hui inverser la balance. Parce que compter sur les États, je crois qu'il n'y a plus d'État. Tout le monde est soumis à la volonté d'Israël. Quand je vois, par exemple, le président Macron d'abord aller à Jérusalem pour dire que, d'abord, je pense qu'il y a M. Michel Collomb avec nous au bout du fil. M. Michel Collomb, rebonjour. Bonjour. Monsieur Michel Collomb, est-ce qu'il y a un qualificatif à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'indifférence totale de la communauté internationale? Écoutez, je crois que vous avez donné les qualificatifs qui montrent l'horreur, et je pense que on doit aussi voir l'autre aspect, c'est que la résistance palestinienne est absolument héroïque. Je pense que ce peuple tellement courageux est en train de donner une leçon à l'humanité entière et, à mon avis, à réveiller l'humanité, je l'espère. Et donc, je crois que le travail que nous devons faire, c'est de non seulement de montrer partout les horreurs commises, mais surtout qui en est responsable. C'est-à-dire que derrière Netanyahou et son gang, c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, c'est eux qui permettent tout ça. S'ils levaient seulement le petit doigt, Netanyahou serait obligé de s'arrêter tout de suite. Et donc, pour moi, la question à se poser, vous avez évoqué justement l'évolution de l'opinion dans la jeunesse aux États-Unis, le fait que la manifestation qui a eu lieu là récemment était la plus importante depuis très 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 longtemps. Et je crois qu'on doit surtout s'interroger ensemble des deux côtés de la Méditerranée et de façon générale, globale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça s'arrête le plus vite possible? Et là, ma réponse est la pression sur les États-Unis et l'Europe qui les suit comme un petit chien. Et donc, il faut des manifestations, et elles sont de plus en plus amples et elles ne se découragent absolument pas, c'est magnifique, mais il faut aussi des moyens. Étant donné que ces gens-là n'ont pas de sentiment
et qu'ils ont juste un portefeuille à la place du sentiment, c'est-à-dire qu'ils savent très très bien ce qu'ils font, ils sont aussi bien informés que vous et moi, même beaucoup plus en fait, et donc la pression, elle devrait à mon avis être dans un renforcement immédiat et massif du mouvement de boycott et de sanctions, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait organiser des comités populaires partout, en Belgique, en France, partout, pour que plus personne n'entre chez McDo qui est directement complice et qui soutient l'armée des États-Unis, chez Starbucks, chez la grande chaîne de magasins Carrefour. Il faut que plus personne n'entre, il faut qu'il y ait des gens avec des tracts à tous les supermarchés qui allaient exiger qu'ils se désolidarisent, qu'ils arrêtent systématiquement et qu'on boycotte toute une série d'entreprises clés comme ça qui soutiennent ça directement. Ces gens-là réagissent aux finances. Leur guerre, elle est financière. Il s'agit de contrôler le Moyen-Orient, le pétrole et le gaz, encore plus puisqu'on a maintenant préparé toute l'exploitation du gaz au large de Gaza. Et donc, il faut les frapper au portefeuille. Il faut que ça leur coûte plus cher que ce qu'ils espèrent que ça leur apportera. Justement, Monsieur Michel Collant, on en profite du temps qui vous reste avec nous. Je sais que vous êtes trop pris et on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Maintenant, il y a d'autres leviers. L'OPEP+, s'il réduisait la production mondiale, s'il retirait carrément ou arrêtait la production pour imposer un cessez-le-feu, ça aurait été possible aussi. Ah, c'est clair qu'il y a une pression qui doit se faire dans toutes les directions, et notamment sur les monarchies arabes, qui, alors que la rue est avec les Palestiniens, beaucoup trop de monarchies sont encore avec Israël. Il faut faire une énorme pression partout pour que justement ce projet de génocide, ce projet d'expulsion massive s'arrête. Quand on voit, et d'ailleurs moi je joins ma parole à la vôtre, vous avez fait la critique de l'Europe qui est devenue des États vassaux de l'Amérique. Quand je vois moi aussi que le président égyptien n'arrive même pas à imposer sa souveraineté sur son territoire, parce que quand on parle du passage de Rafah, c'est un territoire, c'est une frontière entre la Palestine et l'Égypte. Donc comment que ça se fait qu'Israël impose ses obligations à l'Égypte, alors que l'Égypte aussi elle a un autre levier entre ses mains, c'est le canal de Suez qui fait passer tout le commerce mondial. Cette fermeture de canal de Suez aurait pu en une heure imposer un cessez-le-feu aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a toute une évolution négative de nombreux régimes arabes et je pense que tout dépend de la pression populaire. Vous savez, les Palestiniens, j'insiste, nous ont donné une leçon magnifique. Pendant des années, on répète Israël est trop fort, ils ont des armes, ils ont l'argent des États-Unis, ils ont la technologie, on ne peut rien faire. Et là, on a eu un exemple magnifique qu'il est parfaitement possible que David renverse Goliath. Et je pense qu'ils sont en train de mettre. Je suis comme vous effrayé et c'est poignant de voir la souffrance, mais je ne suis pas pessimiste, excusez-moi. Je pense qu'Israël est vraiment mis en difficulté par cette résistance. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais je suis autant optimiste que vous, j'ai la même analyse que vous. Moi, je dis tout simplement que le Hamas a gagné la guerre le 7 octobre, parce qu'il y avait un avant 7 octobre, il va y avoir un après 7 octobre, même après tant de massacres. D'abord, l'invincibilité de Tsahel a été démontrée que c'était pas une grande armée. Et d'ailleurs, la preuve, il y a toute une légion étrangère qui aujourd'hui combat dans les rangs de l'armée israélienne et avec des primes colossales que, d'ailleurs, malheureusement, beaucoup d'Arabes financent. Parce que le fait, comme vous l'avez dit, d'aller prendre son café à Starbucks ou d'aller acheter son sac chez Chanel, ça fait financer cette guerre aussi, malheureusement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben voilà, je ne sais pas, peut-être que le docteur Ahmed Messaada voudra vous dire le dernier mot. Comme ça, il tient à vous libérer. Hein.
Oui. Voilà. Merci Michel d'avoir participé avec nous malgré toutes les obligations. Moi j'aimerais juste te poser une petite question. En fait, que penses-tu qui va arriver après ce massacre? Que penses-tu? Que vois-tu derrière tout cela? Est-ce que ça va être une prise de conscience mondiale pour donner au moins la solution à deux États, le pousser justement pour revenir aux frontières de 1967? Que penses-tu de ça? Alors justement, je resterai volontiers avec vous, mais si je ne peux pas, c'est parce que je suis en train de préparer une émission Michel Midi avec Bruno Dreski, que je salue, avec Majed Némé et Hamdan Al-Damiri, le responsable des communautés et associations palestiniennes en Belgique. Et nous allons justement poser la question, Israël-Palestine, quelle solution? Alors, moi, je ne suis pas à même de dire à la place des Palestiniens ce qu'ils doivent accepter, quelle solution pratique. Il y a eu, comme vous le savez, pendant très longtemps une discussion un État ou deux États. On voit bien que deux États côte à côte, les sionistes eux-mêmes ont torpillé cette idée. Ils n'ont jamais voulu négocier, ils ont pris ça uniquement comme une étape pour continuer à voler le territoire palestinien. Donc, pour moi, cette solution-là, elle est morte. Et la seule solution moderne, c'est que les gens qui vivent sur un territoire, ils ont tous les mêmes droits, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur conviction politique. Et évidemment, les gens qui ont été chassés de ce territoire ont le droit d'y revenir. Donc, le retour des Palestiniens, c'est fondamental. Et à ce moment-là, je pense qu'il est urgent de se mettre à table tout de suite pour trouver les solutions pratiques de transition qui permettront à tous les gens qui acceptent de vivre en paix sur ce territoire de trouver un autre fonctionnement qu'un État colonial et d'apartheid. Voilà. Je pense vers ça qu'il faut aller. Et je pense que comme je vais le redire, pour que ce jour arrive le plus vite possible, on a besoin d'une pression dans tous les pays envers les principaux responsables, États-Unis et Europe et monarchie arabe, pour que justement cette résistance palestinienne leur apporte enfin la libération qu'ils méritent. Alors, Monsieur Michel Colomb, je vous remercie d'avoir intervenu sur notre plateau pour la première fois sur Efriria FM. Nous vous suivons chaque jour et nous partageons beaucoup de votre idéal pour ce monde. Espérons qu'il sera meilleur un jour. Merci à vous. Merci. Alors, le temps d'avoir Monsieur Drowski, je ne sais pas si on peut l'avoir tout de suite. On va continuer ce débat. Alors, je donnerai la parole à Monsieur Zine Sharfawi pour discuter de ce que disait Monsieur Michel Colomb, justement, sur cette solution qui peut se profiler à l'horizon. Oui, alors, c'est vrai, les analystes sont nombreux à considérer que la solution à deux États est difficilement réalisable. Parce que Israël a déjà grignoté l'essentiel des territoires palestiniens. Il y a aussi d'autres qui pensent que la solution peut résider dans la mise en place d'un seul État avec la même citoyenneté, les mêmes droits pour tout le monde. Après, moi, pour la seconde, je pense qu'elle est dans l'état actuel des choses. Connaissant les forces en présence en Israël, je pense que il y a des gens qui refusent cette solution parce que fondamentalement, lorsque l'on analyse les fondements de l'État Israël, on constate depuis Ben Gourion jusqu'à aujourd'hui, les fondateurs de l'État d'Israël ont pensé à un État ethnique. Un État ethnique, c'est un concept emprunté aux sciences politiques. Ça veut dire que ils ne veulent personne d'autre que des juifs. Donc aujourd'hui, il y a le rapport de force dans la société israélienne penche en faveur justement, la preuve, nous avons un gouvernement d'extrême droite, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël.
Donc, et il représente une proportion de la population aujourd'hui qui ne veut pas entendre d'un État où vivrait en parfaite symbiose palestinien et israélien. Alors, pour la solution à deux États, combien de causes avions-nous pensé qu'elles étaient perdues et qui finalement ont été gagnées? Je pense que la solution à deux États est toujours possible, mais à la condition que tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ce qui se produit à Reza montre que ce n'est pas un problème uniquement qui concerne les Arabes, ni un problème qui concerne les musulmans, mais juste pour terminer, mais un problème qui concerne la planète entière. Et donc, si aujourd'hui il y a une prise de conscience suffisamment forte, s'il y a un rapport de force qui est mis en place, je pense que les Palestiniens sont en droit de penser et d'espérer qu'ils peuvent demain fonder un État. Permettez-moi, mes deux amis, d'être un peu lucides. Les territoires ont été bouffés. La Cisjordanie, pratiquement, il ne reste rien. Aujourd'hui, il y a une extermination. On veut même, d'ailleurs, le plan a été affiché. D'ailleurs, Netanyahou, avec sa carte à l'ONU, a démontré que la Palestine n'existe plus. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on est encore lucide? Est-ce qu'on est réaliste de parler encore d'une solution à deux États? Dans quels États, justement, elle sera? Oui, c'est en fait la politique qui est menée actuellement, en fait, ne plaide pas pour un seul État, ça c'est certain. La légitimité que cherchent ou que pensent avoir les Israéliens ou les sionistes, c'est une légitimité religieuse en fait. Et puis ce n'est pas un régime comme vous dites, Monsieur Cherfaoui, qui est ethnique, mais qui est religieux. Les Juifs, c'est une religion. Ce n'est pas. C'est un concept. C'est un concept. Voilà, c'est un concept, mais qui regroupe. Mais qui est beaucoup plus dangereux parce que il n'y a pas en Palestine occupée, il n'y a pas que des Juifs, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a eu des druzes, etc. Donc quand on dit que l'État est juif comme ça a été proclamé naguère, ça veut dire qu'on exclut tout le monde. Ce que l'extrême droite essaie d'imposer. Voilà. Exactement. Donc cette conception de l'État, elle est complètement contraire à la solution qu'avait présentée mon ami Michel. Oui. Donc à mon avis, celle, disons, transitoire qu'on peut avoir, c'est celle de deux États, c'est-à-dire d'évacuer les colonies, d'évacuer complètement les colonies. C'est l'idée que j'ai défendue. Hein, exactement. Nous rappelons qu'en Algérie, personne ne donnait un sou pour l'indépendance de l'Algérie. Et enfin, en 1962, les gens ont pris leurs valises et ils ont tout laissé. Absolument. Oui, mais franchement, est-ce qu'on peut avoir Monsieur François de Roche, s'il vous plaît, je parle de l'équipe technique, parce que là, le temps, est-ce qu'on peut avoir Monsieur François de Roche, parce qu'il est à la veille d'un départ pour la Haye, pour justement le dépôt de cette fameuse plainte pour crime contre l'humanité contre l'État sioniste. Ouais. Tout d'abord, nous sommes à la veille, bien sûr, de notre départ pour la Haye, avec 150 avocats pour déposer cette fameuse plainte pour génocide. Bien sûr, aujourd'hui, vous parlez de solution à deux États, mais il n'y a que les bisounours aujourd'hui qui peuvent encore croire la solution à deux États. La situation, elle devient préoccupante sur le plan tout d'abord humanitaire. À l'heure où on parle, aujourd'hui, nous avons 43% des morts, des 11 000 morts sont des enfants. Des enfants, parce que quand il y a un seul mort ou un seul blessé enfant sur Terre, tout le monde s'offusque, tout le monde sautille sur sa chaise, tout le monde crie au scandale. Mais alors aujourd'hui, on tue de façon délibérée des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, et personne ne bouge. Ce discours a double visage, double poids, deux poids, deux mesures, ça devient absolument insupportable. Et les démocraties occidentales qui nous ont vendu la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice,
l'égalité, l'équité, et bien aujourd'hui ça tombe, et aujourd'hui on voit clairement que c'est que des mots qui n'ont pas du tout de fondement. Aujourd'hui, je pense que la Palestine, les Palestiniens ont payé un prix extrêmement cher, un prix sans précédent. Le siège complet de Gaza depuis maintenant 17 ans, mais pas uniquement depuis 17 ans, depuis 75 ans, que les Palestiniens subissent la haine tout simplement d'un colon qui n'a ni foi ni loi. Et quand on entend les déclarations du Premier ministre ce matin, qui a dit que de toute façon il n'y aura rien, il y aura le contrôle total de Gaza, ça veut dire qu'il faut s'attendre également à des charniers. Quand on voit des déplacements forcés de plus d'1 million de personnes, 1 400 000 personnes, les charniers existent en ce moment, ils sont déjà sur place, puisque les autorités palestiniennes ont déclaré qu'ils n'avaient plus de place pour enterrer. Donc maintenant, ils enterrent dans des tranchées. Donc voilà. Bien sûr, les charniers existent, mais encore, je pense qu'on n'a encore rien vu, parce qu'il faut déblayer. Quand on déblayera, on trouvera autant de morts sous les décombres que des morts que nous avons déjà recensés. Donc, la situation devient absolument préoccupante. Et puis, je voudrais, moi, en tant que médecin, tout d'abord, et d'expert judiciaire, parce que je voudrais vous dire que la chose la plus difficile à supporter pour quelqu'un, la douleur des brûlés. Les brûlés, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et aujourd'hui, nous avons le phosphore blanc. Ce phosphore blanc avec des armes qui brûlent le corps des Palestiniens. Et ça, c'est absolument intolérable. Un homme, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des exactions que tout le monde a condamnées, mais tous les gens censés ont condamné. Mais à l'époque, on pouvait dire, on ne savait pas. On ne voyait pas, parce que les Allemands ne laissaient rien filtrer. Mais aujourd'hui, nous avons le son, nous avons l'image, nous avons les vidéos, nous avons les exactions, nous avons des images absolument insupportables de torture de Palestiniens qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes, qui sont arrêtés. Et puis je ne parle pas de... Docteur François de Roche, restez avec nous. Je voudrais poser la question au docteur Ahmed Ben Saada. Justement, alors, avec tout ce qui se passe, ces charniers, c'est horrible, ces images qu'on ne peut même pas regarder. Est-ce que Israël, elle est dénudée aujourd'hui devant l'opinion internationale? Je parle de toutes les sociétés du monde. Moi, je pense que si, cette fois-ci, Israël n'est pas condamné, si le gouvernement israélien en entier n'est pas condamné, c'est qu'il ne reste plus d'humanité sur Terre. Il n'y aura plus d'humanité, puis il n'y aura plus de cause, puis qu'on ne vienne pas nous casser les oreilles avec toutes ces histoires de droits de l'homme un peu partout. Actuellement, Israël commet un génocide en plein jour. En plein jour. Je rappelle que Israël bombarde délibérément des hôpitaux. Elle a bombardé des ambulances. Et vous savez ce qui s'est passé? Une centaine de médecins israéliens ont demandé à ce que les hôpitaux soient bombardés. Vous imaginez? Ouais. Là, on ne parle plus de l'armée. On parle de médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate. Ouais, non, il y a plus d'humains sur cette partie qui est Israël. Il y a plus d'humains parce que un ministre qui appelle à utiliser la bombe atomique, ça aussi, je pense qu'il va être poursuivi devant la Cour pénale internationale. Quand on bombarde des systèmes d'énergie solaire, parce que c'est tout ce qui restait pour les hôpitaux, là, ça devient franchement une épuration ethnique. Et je pense que la mobilisation de la société civile du monde entier, c'est elle qui va changer les choses, parce que les Nations Unies n'existent plus. Le Conseil de sécurité est la même chose. Toutes ces organisations qui sont en réunion à longueur d'année, ça ne sert plus à rien. Maintenant, c'est au peuple de se prendre en charge pour que de tels crimes ne se produisent pas sur notre planète. N'est-ce pas, docteur François de Roche? Effectivement, vous savez, l'heure des criminels arrivera, j'en suis certain. Vous savez, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, ces crimes de génocide ne sont pas prescriptibles. Sont imprescriptibles. C'est-à-dire que tôt ou tard, le criminel paiera. Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Et de toute façon, tous les criminels, on sait, tous les criminels sur Terre
soit ils sont morts avant, soit ils ont été condamnés, et condamnés sévèrement, parce que aujourd'hui, on ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas nier ce qui se passe. Parce que le monde deviendrait dangereux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit, on le laisse de côté. Il n'y a plus cette ligne rouge à ne pas franchir. Or, on a l'impression aujourd'hui qu'on a franchi cette ligne rouge 1000 fois. Mais malgré tout, moi je reste persuadé que tôt ou tard, le droit international, le droit humanitaire va s'imposer dans cette région, parce que on ne peut pas continuer à tuer de façon impunément. On ne peut pas continuer les exactions, ces opérations sauvages. Et puis surtout, je pense qu'il faut également rentrer dans une logique maintenant de réparation. Tout d'abord, il faut rendre ce qui a été volé, c'est la première chose. Et puis ensuite, parce qu'avant de toute chose, pour faire une réparation, il faut réparer le préjudice. Donc en rendant ce qui a été volé tout d'abord, et puis ensuite, chaque personne qui a commis une exaction doit répondre. Vous savez, moi je rêve d'une seule chose, je rêve qu'à Gaza même, il y aurait en fait un tribunal pénal qui jugerait, comme à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Israéliens ont fait ça, il faut juger tous ces criminels de guerre nazis. Oui, mais docteur François de Roche, puisqu'on a dépassé, donc on l'appellera un autre tribunal, il aura un autre nom, puisqu'on a dépassé le crime de guerre. Là, on est sur l'épuration ethnique, c'est l'Holocauste, c'est carrément... toutes les lignes ont été franchies. Parce que si on doit définir l'atteinte ou le crime contre l'humanité, tuer des enfants, c'est fait. Tuer des femmes, c'est fait. Priver un peuple d'eau et de nourriture, c'est fait. Bombarder des hôpitaux, c'est fait. Des écoles, c'est fait. Donc, je ne vois pas le qualificatif de ce tribunal. Ça, c'est mon point de vue, docteur. Il faut inventer un nouveau crime, voilà. Un nouveau crime qui est effectivement le crime de guerre. On l'a largement dépassé. Le crime contre l'humanité, on l'a largement dépassé. Qui sera à la hauteur de l'horreur. Qui sera à la hauteur de l'horreur que subit aujourd'hui le peuple palestinien. Mais je voudrais quand même insister sur un point particulier. Aujourd'hui, comment dire, les hôpitaux n'ont plus d'essence, n'ont plus de gasoil pour faire fonctionner les générateurs. Vous avez des gens qui sont où nous avons pratiquement 1200 malades qui sont en insuffisance rénale, qui ne peuvent pas aujourd'hui, qui risquent de mourir à tout moment. Nous avons 225 cas de césariennes qui ne peuvent pas avoir lieu aujourd'hui à Gaza. D'ailleurs, si on va citer tout ça, docteur François de Roche, on est en train d'amputer des enfants sans anesthésie. Voilà, c'est simple. Sans anesthésie, sans oxygène, on ampute aujourd'hui comme à l'âge de la pierre. Voilà à quoi est confronté le Palestinien aujourd'hui dans l'indifférence la plus totale. Docteur François de Roche, je vous souhaite bon vent pour votre mission à La Haye. J'espère que vous allez nous tenir au courant de comment ça s'est déroulé, cette audience ou ce dépôt de plainte. Vous êtes pratiquement 150 avocats avec M. Gilles Devers. Et puis hier, M. le Président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, lors de l'ouverture de l'année judiciaire, il a appelé justement à déposer plainte contre l'État d'Israël pour crime contre l'humanité. Et je me rappelle qu'on avait discuté de ça, que n'importe quel État membre de la CPI a le droit de déposer plainte. Absolument. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie peut aller déposer plainte contre l'État d'Israël. Et c'est extrêmement important parce que cette plainte serait recevable. Donc une organisation comme la nôtre n'a pas la qualité pour aller déposer une plainte devant le tribunal pénal international. Ah ben voilà, vous avez le soutien de notre président, M. François de Roche. Merci infiniment. Voilà, en tout cas, bravo l'Algérie. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci, docteur François de Roche. Vous avez été avec nous à partir de Paris. Je vous remercie encore une fois d'accepter toujours les invitations d'Ifriqiya FM. Alors, je laisserai la parole aussi à M. Zine Sharfaoui pour, il nous reste quelques minutes pour clore justement comment décrire cette horreur. Est-ce qu'on a encore le courage de parler de tout ça? C'est ça? C'est extrêmement pénible de parler justement on a les images à travers devant soi quand on voit des
des enfants souffrir, autant de douleurs, autant de morts, c'est du jamais vu. Et ce qui est incroyable, enfin moi ça ne m'étonne pas, c'est qu'aujourd'hui justement comme les images circulent de par le monde, comme les vidéos sont là, les réseaux sociaux montrent l'abominable de ce qui s'est produit, de ce qui se produit au quotidien en Israël, à Arza, l'entité sioniste, l'armée israélienne maintenant se met à cibler individuellement les journalistes. Alors, vous avez maintenant près d'une quarantaine de journalistes qui ont été assassinés, donc depuis le début du mois d'octobre. Et le dernier journaliste à avoir été assassiné est un journaliste libanais qui se promenait dans le sud du Liban avec sa famille et qui a été ciblé, visé par un missile. D'ailleurs, même cette histoire d'évacuer vers le sud est un traquenard, puisque les populations qui étaient dans des convois vers le sud ont été bombardées. Tout le monde est bombardé. Voilà, et là, il y a une élimination méthodique des journalistes. Et là, on comprend pourquoi les journalistes sont visés. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux, il y a tellement d'images, etc., qui ont justement suscité une mobilisation incroyable à travers le monde. Et là, merci de me le rappeler, M. Zincherfaoui. Nous saluons le service d'information de la résistance du Hamas, qui fait un travail extraordinaire en couvrant les combats qui se déroulent, et en direct des fois. Et ça, c'est quelque chose que l'armée israélienne n'a pas pu empêcher. L'objectif de l'armée israélienne est justement de perpétrer un crime à huis clos. Ouais. Parce qu'elle comprend aujourd'hui que la bataille de l'opinion, elle l'a perdue. Israël a perdu la bataille de l'opinion. Et comment on peut le vérifier? C'est le week-end dernier, c'est samedi, dimanche, nous avons assisté à des mobilisations à travers le monde, mais c'est du jamais vu. Vous avez eu 1 million de personnes qui est sorti dans la rue au Texas. Vous avez presque... En Indonésie, à New York. Non, pourquoi je cite les États-Unis? Il y a un bateau qui est bloqué encore par les manifestants qui devaient transporter de la munition vers Israël. Oui, mais pourquoi je cite les États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est le pays, c'est le protecteur d'Israël. Et aujourd'hui, vous avez la population américaine, une grande partie de la population américaine, qui condamne, qui s'érige, qui s'élève contre la politique américaine au Proche-Orient. Donc aujourd'hui, il y a une fracture entre l'establishment américain, entre le pouvoir américain et le peuple. Ouais. Et vous avez eu aussi une magnifique manifestation à New York et à Washington. Voilà. D'ailleurs, même hier, la Statue de la Liberté a été bloquée par des Juifs américains pour protester contre l'État d'Israël. Alors, le dernier mot, ça sera pour le docteur Ahmed Ben Saada. Alors, ce qui est souhaitable, c'est que, en fait, on continue de documenter ce massacre, même si les images sont affreuses et très violentes. Pourquoi ? Parce que Israël a toujours eu la maîtrise du narratif. C'est toujours son narratif. Avec les médias mainstream occidentaux, ils ont toujours eu... Israël a même une section militaire qui s'occupe des médias sociaux. Vous comprenez ? Donc, et là, tout leur échappe. Et il faut continuer à faire ce travail de documentation pour pouvoir les juger dans un nouveau tribunal du Nuremberg qu'on va appeler le tribunal de Gaza. Voilà, ou le tribunal qui va juger l'horreur. L'horreur et l'absence d'humains sur Terre. Parce que ce qui est en train de se passer ne doit plus se produire sur notre Terre. Et c'est pour cela que l'ensemble des peuples du monde entier sont appelés à mettre fin à ça, puisqu'il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de régime politique. Il n'y aura que la mobilisation des hommes et des femmes libres de ce monde qui pourra mettre fin à ce massacre. Alors, messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi, comme on remercie M. Michel Collant, Dr François Deroche, notre ami, on n'a pas pu l'avoir, Drowski, c'est dommage, mais on l'aura une autre fois. Alors je remercie l'équipe technique qui a été avec nous pour nous accompagner. Et puis je vous dis au revoir au prochain numéro de Grand Angle. Et puis paix à l'Afrique surtout, au revoir. Et vive la Palestine.